Une façon de voir ça graphiquement, c'est notre cerveau est plus habitué de penser en termes d'axes cinématiques, donc par exemple position X, Y. Supposons que vous êtes dans un labyrinthe et il y a des obstacles et vous cherchez une solution pour aller du point A au point B ici. Ben, dans un cas comme ça, vous voulez trouver une trajectoire qui vous amène au bon point et vous n'avez pas vraiment de contraintes, que vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions possibles pour essayer de trouver une solution. Donc, vous pouvez bouger dans toutes les directions sur la carte. Ça, c'est un problème typique cinématique. Vous pouvez voir un problème de contrôle d'un système dynamique de la même façon à une différence près. La première différence, c'est qu'on a des axes qui sont un peu plus abstraits, qui représentent la vitesse de certains degrés de liberté du système. Puis l'autre différence, c'est que le système a un comportement naturel qu'on peut seulement influencer dans certaines directions. Donc ici, j'avais un point qui, naturellement, si je fais rien, je bouge pas. Tandis qu'ici, mon système dynamique, il y a une évolution naturelle. Si j'influence pas le système, lui, il va continuer de se déplacer. Et si j'applique une force pour le système, je peux pas instantanément changer la position d'un système mécanique. Hein. Ça fonctionne pas. Ça briserait les lois de la physique. Je peux juste influencer l'accélération du système momentanément, donc la flèche dans la direction ici. Un aspect important pour les lois de commande, c'est la différence entre faire une commande en boucle ouverte ou bien en boucle fermée. Donc, une commande en boucle ouverte, dans le fond, c'est une fonction où je choisirais la force que j'applique sur mon système, juste comme une fonction du temps. Donc, ça serait comme une cassette que j'ai enregistré la force que je dois appliquer comme une fonction du temps ici, que je fais jouer par un ordinateur et je l'applique sur mon système robotisé. Tandis que les boucles fermées, c'est je choisis les forces que que j'applique sur mon système en fonction de la position actuelle et des vitesses actuelles aussi. De façon plus générale, les états du système. Donc, si on réutilise la notion de carte avec mes états dynamiques, donc position et vitesse ici, c'est que pour chaque point sur ma carte, je vais avoir ma fonction, ma loi de commande va avoir en mémoire une force à appliquer sur le système. Donc ça, c'est un processus qui est plus réactif, basé sur des signaux de capteurs qui vont mesurer mes états dynamiques pour faire une décision de quelle force appliquer sur le système. L'inconvénient d'une commande en boucle ouverte, c'est que si par exemple je voudrais aller du point A au point B, on pourrait facilement concevoir le signal U connaissant les équations du système pour m'amener du point A au point B comme ça. Mais dans la vraie vie, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui peuvent être dues à plusieurs choses et que les incertitudes vont s'accumuler. Donc, si par exemple, je connaissais pas bien, j'avais un mauvais modèle de mon système ou bien si j'avais des perturbations, je peux facilement me retrouver que après à TF ici, je vais me trouver beaucoup plus loin que je pensais ou bien je vais avoir une vitesse non nulle, etc. Donc, ça, c'est une des limites de l'approche boucle ouverte qu'on peut pallier en utilisant l'approche boucle fermée. L'approche boucle fermée, c'est j'influence le comportement naturel avec une carte qui va décider des forces en fonction de certaines variables de mon vecteur d'état du système. Donc ici, j'aurais un système, ici c'est juste encore un système masse que je choisis la force que j'applique sur mon système. Donc ici, ma loi de commande, c'était j'applique une force qui est proportionnelle à la position. Donc ça revient à dire un peu, j'ai mis un ressort virtuel sur mon système. Et ça me donne un comportement altéré ici. Si on additionne ces deux champs de flèches-là ensemble, ça me donnerait le comportement qu'on va dire qui est en boucle fermée. C'est la dynamique en boucle fermée. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que quand on conçoit des boucles fermées, on peut utiliser l'espace des phases pour analyser si une loi de commande est bien adaptée à un certain comportement. Donc ici, on voit que quand je mets ces deux champs de vecteurs-là ensemble, ça me donne quelque chose qui va osciller tout le temps.
on voit que les flèches ne convergent pas. Fait que dans ce cas particulier-là d'asservir une masse, on pourrait décider de rajouter un terme, qui est dans le fond un terme dérivé, qui influence mon champ de vecteur, et qui me donne un comportement ici qui va faire que le système va converger vers le point cible ici. Et l'avantage de la boucle fermée versus la boucle ouverte, c'est qu'ici, même si je démarrerais ou je dévierais de ma trajectoire, donc ici, il y a une perturbation qui me pousse ici, bien, toutes les flèches convergent vers le point, fait que même si j'ai une perturbation qui me fait dévier, je reviendrai avec le comportement à converger sur la cible. Donc ça, si je reviens ici, on avait un comportement linéaire. On a conçu une loi de commande linéaire, puis ça me donne un comportement en boucle fermée linéaire. Donc ici, on l'a expliqué graphiquement, mais typiquement, quand on fait de la conception avec la commande classique, donc des systèmes linéaires, des lois de commande linéaire, on a des outils plus puissants que juste des petits dessins comme ça. On peut utiliser la place, on peut utiliser le domaine fréquentiel, on peut utiliser LQR, donc des outils de conception avancés. Mais si j'ai un comportement naturel qui est non linéaire, donc avec des flèches qui ne suivent pas un pattern linéaire, je ne peux pas utiliser ces outils-là. Donc, il y a différentes méthodes de commande avancée pour attaquer le fait que j'ai des systèmes non linéaires. Donc, entre autres, la méthode du couple calculé, c'est faite pour les comportements non linéaires. Il y a des algorithmes de recherche de trajectoire ou d'optimisation de trajectoire qui peuvent fonctionner aussi pour des comportements non linéaires. Puis on va parler rapidement aussi d'autres enjeux d'un système de commande. Donc, je peux avoir de l'incertitude, des perturbations, des contraintes. Donc, il y a certains types d'algorithmes qui sont meilleurs selon les défis que mon système robotique doit rencontrer. Donc, premièrement, si mon système est non linéaire, donc ici, j'ai un champ de vecteurs non linéaire qui pourrait représenter ça, je pense que c'est un pendule inverse comme ça. Si j'applique une loi de commande linéaire, un des problèmes, c'est que, par exemple ici, si je démarre ici, mon système il est stabilisé, je vais converger à ma position cible, pas de problème. Mais si je démarre plus loin, je vais peut-être converger vers un endroit, vers un autre point d'équilibre. Donc, une des limites d'appliquer un contrôleur classique sur un système non linéaire, c'est que je vais peut-être avoir un comportement local, une loi de commande qui fonctionne bien pour une région limitée, mais de façon globale, je peux avoir des problèmes. Donc, par exemple, je pourrais peut-être facilement appliquer un PID pour stabiliser un pendule inverse autour d'une position, mais si je démarre le pendule avec un grand angle, comme par exemple à plus 90 degrés, mon contrôleur ne sera sûrement pas capable de le ramener ici. Tandis que si je l'aurais démarré à 30 degrés, peut-être que mon PID aurait réussi à stabiliser mon pendule inverse. Donc, une des méthodes pour pallier à ça, c'est ce qu'on appelle le couple calculé. Ou bien, des fois, on appelle ça une boucle de linéarisation. Donc, le principe s'explique bien avec l'espace des phases. C'est que si ça, c'est l'évolution naturelle de mon système, je vais décider d'une évolution qui serait désirée. Donc, dans quel sens je voudrais que mon système évolue. Et je vais faire un calcul de couple ou de force qu'il faut pour dévier ma flèche naturelle vers l'évolution qu'on pourrait dire forcée. Donc, par exemple, supposons que j'ai une dynamique d'un pendule qui est une force inertielle, qui est un couple que c'est mon moteur qui applique.
Donc, c'est ça que je choisis. Oups. Et ici, c'est la gravité qui est non linéaire. Si je conçois une loi de commande qui a cette forme-là, ici, je peux décider de rajouter un terme non linéaire dans ma loi de commande qui va annuler la gravité quand que je mets ça dans... quand je remplace ma loi de commande dans l'équation de la dynamique ici. Et je vais me retrouver avec un comportement qui est ici linéaire. Donc ici, on a un système qui avait un comportement non linéaire. On applique une loi de commande qui a des termes non linéaires et on se retrouve avec un comportement en boucle fermée qui est linéaire avec cette méthode-là. Graphiquement, ça revient à dire j'ai un comportement naturel non linéaire. Qu'est-ce que cette méthode-là a fait? C'est que on va essayer d'imposer un comportement désiré qui est linéaire. Donc, facile à calculer, le temps de convergence ou plein de choses comme ça. Et on va faire un calcul des forces nécessaires pour changer ce champ de vecteurs-là, donc le delta, pour arriver à un comportement en boucle fermée qui est le comportement désiré. Un autre enjeu quand on contrôle des robots, c'est les contraintes. Donc, une première catégorie de contraintes serait que les moteurs ont un couple limité. Fait que si on part à l'idée que j'ai une évolution naturelle ici avec mon vecteur, on a dit que quand j'applique une force sur le système, je peux la dévier dans ce sens-là, vers le haut ou vers le bas. Mais bien évidemment, je ne peux pas dévier mon système de façon infinie comme ça, parce que plus je dévie mon vecteur, plus la déviation est grande, plus il faut une grande force. Donc en pratique, j'ai comme un cône de décision limité qui est limité par les forces maximum que mes actionneurs peuvent avoir. Donc par exemple, si je reviens avec cette méthode-là, ici je pourrais me trouver dans une situation où j'ai pas assez de force pour influencer mon comportement naturel pour trouver mon comportement désiré. Donc c'est une des limites, le couple limité des moteurs. D'autres contraintes, c'est qu'on pourrait avoir des zones interdites sur notre carte position, vitesse. Donc, entre autres, il pourrait y avoir des obstacles ou bien des vitesses maximum de mes moteurs qui fait qu'il y a certains états que j'ai pas le droit d'aller. Pas le droit dans le sens physiquement je vais briser quelque chose ou bien c'est impossible, mon moteur ne sera pas capable d'y arriver. Une catégorie de méthodes qui permet de pallier à des limites, des contraintes comme ça, c'est des algorithmes de recherche. Donc, par exemple, si on discrétise les états et les évolutions possibles, donc par exemple, ici, je me trouve à position x0 avec 0 vitesse, on pourrait discrétiser les choix que je vais faire. Donc, j'applique une force de plus 1, j'applique une force de 0, j'applique une force de moins 1. Et on trouve un état plus tard, qu'on va se trouver dt plus tard, etc. Donc, si on fait un algorithme de recherche sur une espèce d'arbre de possibilités comme ça, c'est facile d'éliminer des options dans ma recherche qui ne respectent pas les contraintes, donc trouver une solution qui, j'ai utilisé des options et des états qui respectent toutes les contraintes possibles. Donc ça, c'est une méthode de commande qui est basée plus sur des calculs numériques. Une autre catégorie d'enjeux pour la loi de commande, c'est tout ce qui est incertitude et perturbation. Donc, il y a deux grandes catégories d'incertitude sur un système. La première, c'est il peut y avoir des phénomènes que je n'ai pas inclus dans mon modèle, comme par exemple des rafales de vent qui sont imprévisibles, ou bien de la friction dans le système robotique qui est un peu aléatoire selon l'environnement, de différentes forces de perturbation. Donc ça, c'est une source d'incertitude.
Et autre chose, c'est que les paramètres dans un modèle qu'on va utiliser sont jamais parfaitement connus. Il y a tout le temps une certaine incertitude sur les paramètres dans un modèle. Donc, en fait, une façon de visualiser ça dans l'espace des phases, c'est que j'ai pas une flèche qui donne l'évolution naturelle, mais j'ai plus un cône des évolutions possibles en fonction de mon incertitude. Donc, la flèche qu'on utilise généralement, c'est comme l'évolution la plus probable. Mais c'est pas impossible que je me retrouve ici ou ici. On pourrait voir ça comme une courbe normale de probabilité de où je vais évoluer. Ou bien on pourrait voir ça aussi comme si je connais la limite supérieure des possibilités, comme un cône qui est le max, min, puis le plus probable en termes d'évolution. Donc, une approche de commande robuste qui s'appelle surface glissante. Elle est basée sur le fait que si on connaît le max-min en termes d'amplitude des perturbations, on va concevoir la loi de contrôle qui s'assure d'une convergence qui est garantie, peu importe l'évolution dans le cône de possibilités comme ça. Donc, ce qui est à retenir de cette petite capsule-là, c'est que on a, pour les systèmes non linéaires, une façon de représenter la dynamique des systèmes basée sur des coordonnées dynamiques qui sont généralement des positions et des vitesses pour les systèmes mécaniques. Et sur cette carte-là, on a un champ de vecteurs qui représente l'évolution du système. Et maintenant, la science de la conception de loi de commande, c'est de faire des choix de comment je vais dévier mes vecteurs pour essayer d'amener mon système à l'endroit désiré. Et il y a plusieurs enjeux qu'on peut avoir à faire face, donc l'incertitude, des saturations, la non-linéarité et d'autres choses comme ça. Donc, c'est le sujet du cours de commande de système robotisé. On va voir différentes techniques pour s'attaquer à cette sorte de problème-là.